Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et comme chaque vendredi, je viens dans vos oreilles pour passer un petit moment avec des invités, avec des sujets autour de la course à pied, notre passion commune. Et avant de partager ce moment d'interview avec encore une invitée aujourd'hui, je voulais vous faire part de ma petite actualité. Alors, somme toute modeste, je suis en phase de reprise, comme je vous l'avais annoncé, après une compétition qui était mon premier dossard depuis le mois de septembre 2021. J'ai enchaîné avec une bonne semaine d'entraînement, avec de la côte, avec du fractionné et un retour sur ma piste fétiche dont je vous avais parlé dans un des premiers épisodes du podcast. J'y reviendrai peut-être parce que c'est vraiment un spot d'entraînement qui est formidable pour travailler les allures mais également faire du renforcement et de la course à pied en même temps. Donc une bonne semaine, le printemps arrive, c'est une période, je vous l'ai déjà dit, que j'affectionne parce qu'on peut aller courir le matin très tôt sans que ça puisse impacter la vie de famille. Donc j'aborde cette période du printemps avec beaucoup d'enthousiasme, libéré de mes soucis de dos. Donc ça aussi, ça participe à, ça s'entend peut-être dans ma voix, à ce côté un petit peu chantant et dynamique. Alors, je tenais à vous remercier pour les nombreuses écoutes sur ces dernières semaines, les épisodes de Clément Chapelle, de Ben Violo, de Manu Fabre, de Guillaume Artus ont rencontré vraiment un grand succès. Alors je vous remercie auditeurs et auditrices pour vos nombreuses écoutes. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast ou tout autre support d'écoute, et puis laissez vos petits commentaires, ça fait gagner de la visibilité au podcast et ça c'est ce qui permet de le faire découvrir à encore un plus grand nombre d'auditeurs. Alors passons maintenant à la présentation de mon invité du jour, une sportive, une aventurière, une guerrière, en la personne d'Alix Noblat, que vous avez pu voir dans l'émission Koh-Lanta à 2 reprises, en 2021 pour l'édition des légendes, mais également en 2017 au Fidji, où Alix s'était hissée jusqu'au 32e jour de l'aventure. À travers cet épisode, Alix reviendra bien évidemment sur cette aventure Koh-Lanta, sur les coulisses de l'émission, sur ce qu'elle a pu apprendre après ce double passage donc dans l'émission de Denis Brognard, et également tout cet aspect mental qui aujourd'hui lui servent pour sa pratique de la course à pied. Après avoir pratiqué le CrossFit pendant quelques années, Alix s'est aujourd'hui orientée vers le trail avec des longues distances puisqu'elle vient de terminer le marathon des sables au Maroc après une petite déception. Donc au mois d'octobre, elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Donc cet esprit revanchard, ce mental de combattante, elle nous le transmet à travers cet épisode. Elle nous parlera également de la diététique et de l'alimentation qui occupe une part importante dans son quotidien, au point qu'elle assure le suivi, l'assistance de son compagnon Mathieu Blanchard, donc ultra trailer du team international de Salomon. C'est Alix qui est aux commandes, aux manettes des stratégies de ravitaillement pour que Mathieu puisse performer. Alors encore une nouvelle fois, merci Alix pour ta disponibilité, pour la fraîcheur de l'échange que nous avons pu avoir. C'était vraiment plaisant de pouvoir discuter avec toi et d'aborder un petit peu l'envers du décor, les médias, la popularité qui aujourd'hui font de toi quelqu'un qui est suivi par des milliers de personnes. Merci d'avoir trouvé du temps dans ton emploi du temps pour venir échanger et éclairer les auditeurs sur ce quotidien qui est le tien. Je vous laisse donc en compagnie d'Alix Noblat de Koh-Lanta à l'Ultra. Belle écoute à vous. Bonjour Alix, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler d'ultra avec toi, puisque tu fais de la course à pied, ce que j'appelle longue distance, puisque tu reviens du marathon des sables, mais les gens te connaissent puisqu'ils t'ont vu à plusieurs reprises dans une émission populaire de TF1, à savoir Koh-Lanta. Alors déjà, comment vas-tu en ce début de semaine? Quelle est ton actualité? D'où tu reviens là actuellement? Salut Seb et salut tout le monde. Et puis, alors déjà pour commencer, ça me fait vraiment plaisir d'être à tes côtés sur ce podcast aujourd'hui. C'est un petit moment que je t'écoute et puis j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça reflète beaucoup de valeurs que j'apprécie. Donc déjà merci pour ça. Grand merci à toi déjà. Merci. Écoute, je reviens là actuellement, je reviens tout juste de Malte,
où j'accompagnais Mathieu pour faire l'assistance sur un 115 km. C'était assez sympa à vivre. Et puis c'est maintenant, on va dire, ça fait partie des boulots, des plusieurs emplois que j'ai, dont faire le crew de Mathieu Blanchard. Donc c'était une très belle expérience. Alors on en parlera tout à l'heure parce que moi je voudrais la recette de cette purée magique qu'il fait avancer si vite. Hein. Mathieu performe. Alors est-ce que c'est dû à la purée? On pourra en parler. Je vais te laisser te présenter pour nous dire de façon un petit peu état civil qui tu es, d'où tu viens, et puis on abordera ensuite tout ton parcours sportif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, j'ai 31 ans. Je suis de formation coach sportif. Et depuis bientôt 3 ans, j'ai été à 2 reprises aventurière de la célèbre émission de survie Koh-Lanta. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à Koh-Lanta et grâce à la médiatisation, en fait, je fais essentiellement de l'influence dans le sport santé. J'essaye vraiment de développer cette activité, et puis j'arrive actuellement à en vivre pleinement. Donc en quoi ça consiste, ce côté sport santé, et comment tu en assures la promotion? Ce sont par des marques qui viennent vers toi? Ce sont des personnes que tu accompagnes peut-être? De mon point de vue, en fait, quand je suis sortie de Koh-Lanta et que j'ai eu un petit peu ce tremplin médiatique, c'est moi vraiment qui ai voulu créer ou faire une image concise des valeurs que j'avais, de ma relation au sport, d'où je venais. Je voulais expliquer aux gens d'où je venais, d'où je partais, la transformation que j'ai eue, mon parcours, et en fait je partage naturellement mon mode de vie avec les gens, ce que je fais comme sport, ce que je fais comme sortie, ce que je mange, comment se rythme mes journées. Et puis j'essaie, c'est même pas moi qui sais, c'est en fait il y a des marques qui m'ont contacté, parce qu'en fait souvent quand tu fais de la télévision, après t'es contacté par des milliers de choses. C'est moi qui ai su vraiment filtrer ce que je voulais, les marques dont je voulais faire la promotion. J'évite d'accepter des petits partenariats qui sont juste comme ça, de manière ponctuelle, à droite à gauche. Moi, j'aime vraiment les marques qui m'accompagnent tout au long de l'année, parce que ça veut dire qu'elles ont vraiment un intérêt et qu'elles croient vraiment en ce que je fais. En l'occurrence, je suis là, ça se fait incessamment sous peu, mais voilà, ambassadrice chez Salomon, qui est quand même une grande marque dans le running, et je suis aussi poussée par d'autres marques. Comme des compléments alimentaires, des épiceries bio en ligne comme Casidomi, qui justement elles me poussent du côté lifestyle, où je partage avec ma communauté mes recettes, mes petits tips. Alors tu le disais, ton parcours, le sport, est-ce qu'il a toujours été au cœur de ta vie, ou est-ce que c'est venu de façon, on va dire, un petit peu tardive? Quel lien tu as avec le sport, et qui était Alix étant jeune? Est-ce qu'elle pratiquait déjà autant le sport que tu le pratiques aujourd'hui? Quand j'étais jeune, j'étais plutôt dynamique, mais c'est vrai que j'ai jamais de sport qui a vraiment auquel j'ai vraiment su accrocher vraiment. Donc je pourrais dire que ça s'est fait de manière assez tardive. En réalité, ça s'est fait, je dirais, il y a 7 ans, lorsque je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires. À l'époque, j'étais très motivée par le secourisme, l'aide à la personne. Et mais par contre, je valais pas une cacahuète en sport, quoi. Lors des tests physiques, c'était pas fou. J'arrivais même pas à faire une traction, pas faire une seule pompe. C'était assez compliqué pour moi. Bon, j'ai été prise parce que j'étais prise dans une petite caserne de village, et que j'étais très motivée, mais ils m'ont mis un peu, on va dire. Il y en a un qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses plus que les autres, et qui m'a dit non, mais tu peux pas rester comme ça, il va falloir que tu te bouges un peu. Et puis en plus, voilà, les filles, on était très montrées du doigt il y a quelques années encore en caserne. Et j'ai dit ok, puis j'ai pris le taureau par les cornes, et puis j'ai commencé à changer mon alimentation, parce que moi j'étais une grande fêtarde, on va dire. Et puis mon alimentation tournait autour de patates, steak haché, et je mangeais vraiment rien d'autre, hein. Ça a été un long combat pour mes parents. Et puis non, j'ai su en fait petit à petit changer des petites choses. Donc j'ai commencé à faire du sport progressivement. J'ai commencé par du cardio training, un peu de musculation,
Puis là, j'ai découvert le CrossFit. J'ai commencé à m'y mettre progressivement. Puis en CrossFit, bah voilà, ça parle de tout. Puis ça parle de la base et ça parle aussi de l'alimentation. Donc j'ai commencé à changer mon alimentation petit à petit. Mais ça s'est fait vraiment, je dirais, en 4 ans. Ma transformation où mon corps vraiment s'est stabilisé dans vraiment une bonne hygiène de vie, ça a mis 4 ans. Mais voilà, je reviens vraiment de loin, quoi. J'avais vraiment pas le physique et le fitness que j'ai aujourd'hui. Et puis je pense que maintenant, ça fait partie entière. Enfin, je veux dire, en fait, je calcule même pas maintenant. Avant, donc pendant ce créneau de 4 ans, c'est que voilà, j'essaie de me forcer à faire les choses. Puis le fait d'avoir insisté, maintenant, ça se fait totalement naturellement. Il y a encore beaucoup de personnes qui me disent, mais comment tu fais pour faire ça? Est-ce que tu penses à calculer? Est-ce que c'est pénible de faire du sport? Non, au début, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ma routine. Donc, c'est rentré en moi. Je le fais naturellement. Et donc, à partir de cet attrait pour le CrossFit, tu as eu envie d'en faire ton métier. Tu étais coach sportive avant de connaître cette médiatisation et d'être donc sous le feu des projecteurs sur Koh-Lanta. Comment tu es venu à passer justement un diplôme dans ces métiers de la forme? En fait, de base, donc j'avais un BTS management. Je bossais en restauration. Je gérais des équipes pour des grands groupes de restauration rapide. Et en fait, j'étais vraiment prise par le CrossFit, en même temps par les pompiers. Et je voyais qu'il y avait des choses similaires qui me plaisaient, l'accompagnement, l'amour pour le sport. Vraiment, avec le CrossFit, ça s'est vraiment révélé. Et puis en fait, c'est avéré que je travaillais énormément pour cette chaîne. C'était une grande chaîne de boulangerie d'ailleurs. Je travaillais énormément, genre 50 heures semaine. J'étais payée 3 cacahuètes. Puis en fait, un jour, pendant une séance de CrossFit, je me suis tellement lâchée que j'ai fait un burn-out. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux, à partir de ce jour-là, je dis ça ne doit plus du tout jamais arriver. Je veux me lever le matin et faire un métier que j'aime. Et puis, je suis retournée voir mes parents en disant, ok, je vais retourner faire des études et je vais passer mon diplôme de coach sportif. Puis en fait, mes parents m'ont toujours soutenue. Ils m'ont dit, feu, si c'est un truc on voit que ça te passionne, fais-le. Donc ça a pris 1 an et demi. Et puis j'ai passé mon diplôme. Donc j'étais coach sportif en même temps que les pompiers volontaires. J'ai totalement mis de côté la restauration. Puis ça m'a fait le plus grand bien. Et donc, avec cette préparation physique, ce corps transformé en quelques années, tu as envie d'aller défier tes limites sur Koh-Lanta. Comment tu as postulé? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que quelqu'un l'a fait à ta place? Comment tu as été amené à vouloir aller te confronter à tes limites peut-être sur ces îles lointaines? En fait, donc pendant 4 ans, j'ai fait un travail vraiment sur mon corps, sur ma transformation physique. Là, j'avais vraiment envie j'avais envie de me prouver des choses de manière, je dirais, psychologique. J'avais envie de savoir où étaient mes barrières, jusqu'où j'étais capable d'aller. Puis je me suis dit, ok, il y a le casting de Koh-Lanta, pourquoi pas aller vraiment se frotter à une aventure de ce genre. Puis même pendant les castings, donc j'ai passé des castings et je leur ai dit, moi j'y vais vraiment pour l'aspect sportif, dépassement de soi. Et ils m'ont dit, non mais l'aspect survie, ça vous intéresse? J'ai dit oui, mais pour moi c'est minime. Le but c'était vraiment aller prouver aussi à mes proches de quoi j'étais capable. J'avais vraiment besoin de cette reconnaissance après ces 4 années de boulot pour moi sur moi et sur mon corps. Puis j'avais vraiment me frotter à ça et puis j'ai été prise. J'ai été prise et là ça a été la première aventure a été une vraie révélation pour moi. Alors, vraie révélation et une belle rencontre, celle avec Mathieu. T'avais peut-être pas prévu de ramener Mathieu dans tes valises? Non, pas du tout, parce qu'en toute honnêteté, à cette époque, lors du tournage, moi j'étais avec quelqu'un qui me correspondait vraiment pas. On lui fait un clin d'œil. Et puis, voilà. Voilà. Et en fait, j'ai rencontré Mathieu, mais on s'est mis ensemble que 1 an plus tard. Et c'est vrai que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour la personne qu'il était et les valeurs qu'il avait. Et puis c'était une belle rencontre au Fidji à l'époque. Alors, il faut savoir qu'en fait on habite clairement, lui il est originaire du sud de la France aussi, d'Avignon, parce qu'on s'est retrouvés dans la même équipe. Il habite au Canada.
Donc la probabilité qu'on se rencontre quand même dans la vraie vie, on va dire, était toute minime. Mais on a fini, donc nos chemins ont fini par se croiser aux Fidji, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu as appris sur cette première aventure, justement, par rapport à ce dépassement de soi, aux épreuves physiques et à la survie, par rapport à toutes ces transformations que tu avais opérées quelques années auparavant? Est-ce que ça a été suffisant pour mener au bout ton aventure et quels ont été tes enseignements? J'ai vraiment compris qu'il fallait que j'ai beaucoup plus confiance en moi, parce que j'étais dans une période où même si mon corps, ok, bah là j'étais en confiance avec, je me tenais toujours un petit peu bossu, j'étais toujours en train de me mettre à la taille. Tu sais, moi je fais 1m75, je suis grande. Je me mettais toujours à la taille des autres, je me recroquevillais un petit peu, puis j'étais très dure avec moi-même. Puis là, en fait, cette aventure, je me suis découverte, ça m'a révélée à moi-même. Je me suis dit, ok, maintenant, à partir de maintenant, tu peux être fière de qui tu es, et puis tu peux être tellement être capable de faire des choses tellement immenses, de pousser ton corps vraiment dans des retranchements. Avec la tête, on peut aller vraiment loin. Vraiment loin. C'est une notion d'ailleurs que je retrouve dans le trail aujourd'hui. C'est que on peut aller vraiment très très loin avec très peu de choses et très peu de ressources au final, parce que sur Koh Lanta, on ne mange pas, on ne dort quasiment pas. Et après, ça a été dur dans le sens avec les autres. Avec les autres, j'ai eu encore un petit peu de mal parce que j'étais très fermée. Mais après voilà, c'est aussi l'aventure Koh Lanta, faut pas oublier, il y a des stratégies, tout ça, il y a la relation aux autres, elle est quand même compliquée parce que je me méfiais. Je suis quelqu'un comme ça, malheureusement, j'essaie de faire un travail dessus, mais qui se méfie beaucoup des gens. J'ai très peu confiance facilement. Donc c'est cette notion à l'humain là qui est assez difficile à gérer. Mais après voilà, sur la notion de survie, moi qui étais à la base insectophobe, là je dormais avec les araignées, je dormais avec les scorpions, les crabes qui te montent sur le visage, et puis moi qui ne mangeais rien, je me rappelais il y a 4 ans, et là je mangeais du poisson cru, et à chaque fois je disais oh là là, si ma mère me voyait, j'ai même mangé des scarabées qui passaient par là. Donc non, en fait on développe en fait cette faculté. J'avais eu 24 ou 48 heures d'adaptation, et puis après ça je suis devenue Mowgli. Et puis ça me convenait très bien. Est-ce que tu avais réalisé auparavant, avant de partir, après avoir été sélectionné, peut-être des stages de survie pour apprendre à vivre en milieu naturel, ou est-ce que simplement ta pratique du sport était ton bagage pour vivre sur ces îles fidjiennes? C'est ma pratique du sport, pour moi c'était ma force. Ma force c'était mon physique. J'allais aller loin grâce à ça. Et j'allais aller loin parce que je savais quand même que j'étais quelqu'un de déterminé, et que puis d'ailleurs ça se voit, hein, je suis très très fermée même quand j'ai un dossard. Quand je prends un dossard, je suis pareil, j'ai vulgairement une tête de con. Je m'enferme et je commence à me dire allez go go go, mais je fais un gros travail là-dessus. Maintenant c'est beaucoup mieux, mais pour moi c'était mon bagage principal et ma plus grande force, c'était mon physique athlétique, et j'allais gagner des épreuves comme ça, puis j'allais aller loin comme ça. Donc pour moi c'était pas, j'avais pas besoin de faire de stage de survie ni d'apprendre à faire le feu. Bon, je me suis renseignée bien évidemment au minima, tu vois, mais c'était pas la notion principale de survie, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Et puis je pense aussi ce qui a fait au casting que j'étais prise, c'était vraiment parce qu'ils voulaient ils avaient une case ils cherchaient une sportive un peu déterre, et puis ils m'ont trouvé, hop, je suis rentrée dans la case, donc c'était parti pour le casting, quoi. Justement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, l'envers du décor, comment se passe justement la production, les tournages. À partir de quel moment vraiment tu t'es senti affaibli par le manque de nourriture? Parce qu'on se dit, oui, il y a des cadreurs autour, ils peuvent peut-être leur donner à manger. Non, là tu confirmes qu'il n'y a pas toutes ces choses-là, on va dire dans l'organisation de l'événement. Vous êtes vraiment en autonomie totale avec ce que vous pouvez trouver sur les différentes îles. Tout à fait, tout à fait. En plus, moi, à l'époque, je me souviens, dans le CrossFit, je mangeais énormément. Je mangeais au minimum, je crois, 6 fois par jour, et un apport très très fourni en protéines.
Donc ce que tu n'as pas ce que tu n'as pas là-bas. Donc non, bien les tumultes qu'il y a eu sur les derniers koh-lanta, non, on ne mange pas, non, personne nous donne à manger. Et puis c'est ça aussi que je pense que les téléspectateurs aiment voir, c'est quand on galère. Après vraiment les premiers, là où vraiment je me suis dit ok, ça va être dur, c'est entre le 3e et le 5e jour. Il y a une espèce de transition où tu commences à te lever, tu commences à voir les étoiles, tu commences à sentir que ton corps est à 2 à l'heure. Et moi, ça avait le don de me mettre dans une rogne parce que je supportais pas, en fait, je le montrais alors que j'aurais dû le garder pour moi, je supportais pas être dans cet état-là. Donc ça, c'était entre le 3e et le 5e jour et puis il m'en restait 30 à faire. Donc je peux t'assurer que tu comptes les heures. Et ouais, c'est ces petits facteurs là qui font que ça va être très compliqué, d'autant plus quand t'es sportif, ton corps il va puiser bien plus vite dans les réserves et il va être bien plus vite en carence qu'une personne qui mange, on va dire 3 fois par jour, qui est sédentaire. Nous on a notre corps qui puise vraiment vraiment beaucoup d'énergie, donc se retrouver dans cet état-là, c'était vraiment pas facile à vivre. Et en l'espace de quelques jours, entre ton début d'aventure et le moment où ça s'est terminé, est-ce que tu sais combien de poids tu avais perdu? Tu dis, le sportif va avoir tendance à avoir besoin de carburant pour avancer. Là, sans protéines, sans une alimentation qui était celle que tu avais avant de partir pratiquant le CrossFit, combien de poids tu as perdu? Est-ce que tu le sais? Ouais, on sait approximativement. Je t'avoue que le médecin fait en sorte qu'on évite trop de voir ça normalement, mais nous, on est méga curieux. Normalement, on n'a pas le droit de regarder la balance, mais on jette toujours un œil. Sur ma première aventure, j'ai perdu 13 kilos en 32 jours d'aventure. Donc, c'est énorme. C'est clairement énorme. Et sur la deuxième, j'ai dû perdre un bon 10-11 kilos, il me semble. Donc, c'est quand même des mesures quand même relativement importantes par rapport à un poids de corps. Qu'est-ce qu'on se dit quand on revient et qu'on se regarde dans la glace? Moi, je suis affûté, je suis plutôt bien sèche. Je me souviendrai toujours au Fidji quand je suis arrivée dans la villa de la réunification et que je me suis vue dans le miroir, je me suis dit oh mon Dieu, tant de travail pour tout perdre en 30 jours. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Puis là, je me suis vite remis à faire du sport énormément. Et puis en fait, j'étais hyper fatiguée. Puis en fait, j'ai fait l'idiote parce qu'au lieu de reprendre progressivement, j'ai repris vite et fort. Et forcément, je me suis blessée. Mais c'est ça qu'on oublie en fait aussi, c'est qu'on se dit oui, le corps a une mémoire, il va aller vite, ça va aller très vite. Je vais reprendre et tout. Mais non, tu viens de te faire 32 jours à rien bouffer. T'as perdu 13 kilos. Ton corps, c'est un légume. Et au lieu d'adapter ça, en fait, j'ai voulu reprendre fort. Et puis je me suis fait une belle entorse, mais ouais, quand tu te vois comme ça face au miroir, c'est assez dur quand même. Surtout quand à cette époque-là, j'étais vraiment j'essayais de muscler mon haut du corps, j'essayais d'avoir un corps fort, j'avais un corps assez volumineux, j'avais les trapèzes qui touchaient les oreilles, mais j'étais dans une toute optique que je suis maintenant. À contrario, sur la deuxième aventure, entre-temps, j'ai changé de discipline. Je suis passée du CrossFit au trail, on en parlera. Sur la deuxième aventure, quand je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, oh ouais, je veux courir plus vite comme ça. Je suis affûtée, là, je vais pouvoir courir vite. Voilà, je suis affûtée, je vais pouvoir courir encore plus vite. Et puis en fait, non, ton corps il est peut-être tout mince, mais il est tout affaibli aussi. Il faut pas l'oublier, ça. Et pour finir cette première épreuve au Fidji, tu étais dans quel sentiment? J'ai fait 32 jours où j'aurais pu aller encore 8 jours plus loin avec la possibilité peut-être d'arriver dans les derniers participants. Quel était le sentiment qui t'animait quand tu as quitté l'aventure? Tu l'as dit, il y a des stratégies. Claude, qui a participé, je crois, à 4 reprises, n'a jamais gagné et on peut dire que ça a été un des plus grands aventuriers de Koh-Lanta. Est-ce que c'est pas gênant ou est-ce que c'est une volonté de l'émission peut-être de ne pas mettre en avant forcément le meilleur sportif qui soit, avec le côté stratégique qui prend bien souvent le dessus? Non, je pense pas que la prod ait la main dessus. La prod a, je pense, un
à des idées de base sur comment là tu vois par exemple cette année c'est voilà il y a un totem maudit, c'est un scénario de base, mais après ce qui se fait pendant l'aventure c'est les candidats qui font l'aventure, c'est les relations, les stratégies, les revirements de situation, c'est ça qui fait l'aventure. Maintenant moi je suis partie dans ma première aventure à cause d'un destin lié, c'est-à-dire qu'en fait j'étais en binôme avec une personne et puis les gens ont voté pour cette personne et puis il m'a emporté dans sa chute. Donc oui, j'avais un petit peu des pas des regrets, mais j'avais un peu les boules, quoi. De pas être partie de mon plein gré, en quelque sorte. Mais je pense pas qu'on parle vraiment de son plein gré dans Koh-Lanta, par contre, on va sur les poteaux. Mais j'avais cette envie de revanche. Je me dis, ça peut pas se finir comme ça. Après tout, j'étais quand même hyper fière de mon aventure parce que j'avais vraiment tout donné. Donc, je savais que si je revenais, je savais ce qu'il fallait que je modifie. Mais à côté de ça, j'étais quand même hyper fière de l'aventure que j'ai faite. Qu'est-ce que tu regardes, entre guillemets, comme meilleur souvenir de cette première participation à Koh-Lanta? Quel serait le meilleur souvenir, celui que tu places vraiment au-dessus de tout? Il y en a tellement. Après, j'ai de très beaux souvenirs avec... déjà, une première aventure dans Koh-Lanta, les autres candidats te le diront sûrement, c'était amené à les interviewer, c'est que en fait, t'as des étoiles plein les yeux parce que tu réalises pas. T'es là, tu te sens comme le commun des mortels et puis tu vois Denis. Déjà la première chose, voir Denis en vrai, oh là là, ça c'est tous les candidats ils sont là, les paillettes dans les yeux. Et puis vivre une première expérience extraordinaire comme celle de Koh-Lanta, bah c'est déjà le plus beau des souvenirs pour moi. Je me rappelle toujours les premières émotions, la première épreuve, le premier conseil, tout ça en fait, les décors, c'est tellement, c'est hors norme, c'est hors norme. Après forcément un de mes plus beaux souvenirs, ça restera ma victoire en individuel, ma première victoire en individuel sur les piloris ou pilotis, je sais plus comment ils s'appellent ça, mais où j'ai fait justement, où je suis devenue chef d'équipe. Ça a été une très belle victoire parce que ça a été une épreuve vraiment sur laquelle je me suis transcendée. Vraiment, j'ai eu très très mal, vraiment très très mal. Ça a été très brutal pour moi, mais à côté de ça, j'ai vécu une aventure formidable. Alors, qui était finalement Alix une fois ressortie de cette aventure Koh-Lanta? Qu'est-ce qui avait changé entre celle qui est entrée quelques jours auparavant et celle qui en est ressortie? Sur un plan mental, hein, tu l'as dit, tu as beaucoup avancé, progressé. Tu n'avais plus peur des insectes également? Ouais. Quand je suis sortie de Koh-Lanta, je me suis dit, ok, en fait, dans la vie, ça fait beaucoup le relativiser, une première aventure, sur la vie, sur notre mode de vie en général. Tu sais, tu ouvres le frigo, t'as de la nourriture, t'allumes le robinet, t'as de l'eau. Là-bas, ce n'est pas le cas. Et puis, en fait, nous, on vit des choses il y a des populations encore actuellement, ils sont en train de vivre. C'est ça aussi, moi, que je me disais. Donc, on peut se contenter vraiment du minimum et des choses simples. Donc, quand je suis revenue, j'avais vraiment une relation à la vie beaucoup plus simple, tu vois. Ce métro boulot dodo, faut gagner de l'argent, tout ça. Bah, j'ai réussi un petit peu à m'en détacher. Donc, je voyais les choses. Et puis, la vie était beaucoup plus douce, du coup. Et puis, j'ai gagné en confiance en moi, mais quelque chose de dingue, sans devenir quelqu'un de prétentieux et égocentrique, mais tu sais, dans le juste milieu, quoi. En fait, j'avais juste besoin d'être fière de la femme que je suis. Puis je suis rentrée, et puis je me regardais dans le miroir, je me disais, ah, t'es belle aujourd'hui. Je me flattais, et puis non, voilà, c'est des petites choses simples en fait, mais qui te changent tellement la vie. Qui te changent tellement la vie de pas t'en vouloir, de pas être dur avec toi-même comme ça tous les jours, mais c'était l'enfer, quoi. Puis mon corps aussi l'a beaucoup ressenti après Koh-Lanta. Avant Koh-Lanta, déjà, j'avais beaucoup de douleurs. J'étais pas capable d'enlever mes vêtements, de me changer sans avoir des douleurs partout musculaires. Et puis après ça, ma relation au sport et la santé, ça a changé. Et aujourd'hui, full bien dans mon corps, plus blessé, je touche du bois. J'ai beaucoup grandi, ouais. Et la médiatisation dans tout ça, ça te tombe dessus, comment tu la gères? Est-ce que vous êtes accompagné justement pour gérer, tu le disais hein, en préambule, toutes ces sollicitations, toutes ces marques peut-être qui viennent à toi pour peut-être de la promotion, des campagnes publicitaires? Comment tu gères? Est-ce que c'est si facile que ça, tous les jours, d'avoir moult sollicitations? Moi, il faut savoir que la médiatisation de Koh-Lanta a eu lieu à une semaine d'intervalle avec le décès de ma petite sœur, qui est
qui a mis fin à ses jours, donc qui est décédée brutalement. Elle allait avoir 27 ans et ça a été quelque chose vraiment déjà de très difficile à gérer pour moi, de gérer un deuil, de soutenir une famille et en plus de ça, d'être sous les feux des projecteurs avec des gros titres pour attirer les clics sur ma vie privée, sur tout ça. Donc très difficile à gérer. Oui, on est accompagné. On a la production, des psychologues, on peut avoir de l'aide, donc ils sont vraiment là pour nous. Et puis au final, en fait, j'ai su vraiment garder la tête sur les épaules et je suis restée imperturbable. Et j'ai gardé mon droit je suis restée dans le droit chemin et puis j'ai su faire abstraction des commentaires des haters, j'ai su faire abstraction des titres à clics, j'ai vraiment réussi à rester neutre et puis avancer tout simplement comme ça, mais c'est très dur à faire. Moi encore ça allait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui reçoivent des tonnes, qui ont reçu, de nombreuses menaces de mort, des choses comme ça. Donc, les gens derrière leur écran, ça peut, leur acharnement peut aller vraiment très très loin. Et je le dis toujours, j'essaye d'en parler vite fait quand j'en parle sur les réseaux, quand je fais des lives, je leur dis, soyez capables de garder la tête froide. Parce qu'il faut faire vraiment abstraction des messages qu'on reçoit parfois. Après, c'est 99% d'amour et 1% de gens haineux, mais les gens haineux peuvent tellement aller loin derrière leurs propos. Puis en fait, au final, quand tu cherches, tu t'aperçois que ce sont des gamins, des gens qui ont vraiment une vie nulle, et puis qui s'ennuient terriblement, puis qui ont que ça à faire en fait d'aller s'acharner sur des gens qui vivent leurs rêves eux, et puis qui vivent pleinement leur vie, quoi. Donc, entre-temps, tu as débuté la course à pied et tu as participé à une deuxième édition. Est-ce que là, la course à pied t'a aidé pour la deuxième aventure? On va en parler brièvement avant de basculer vers aussi le sujet de l'épisode, à savoir ton marathon des sables et puis le trail. Mais cette édition des légendes, pourquoi ils sont venus te rechercher? C'était une volonté de ta part déjà? En fait, sur l'édition des légendes, on était à peu près environ 350 candidats à avoir fait Koh-Lanta en 20 ans, je crois, un truc comme ça, entre 350 voire un peu plus, je me souviens plus. Et quand la rumeur a tourné entre nous il y a un casting pour les 20 ans de Koh-Lanta, on était tous aux aguets pour savoir si on allait être appelés. Donc c'est pas nous qui contactons la production, c'est la production qui nous contacte. Et puis c'est les casteurs qui nous contactent en nous appelant, en nous disant OK, est-ce que tu serais OK pour repartir sur une seconde aventure? Et moi j'ai même pas laissé le temps de finir que c'était oui pour moi. J'avais besoin de prendre cette revanche. Et puis voilà, quand il m'a demandé pourquoi tu veux repartir, je lui ai expliqué, c'était dans ma tête, c'était concis. Il m'a dit OK, c'est clair et précis. Et, on tient au courant. Et puis au final, j'ai repassé des castings, j'ai revu des gens. Et puis c'est toute une trame, hein. Ça s'est pas fait comme ça. On a été quand même beaucoup à être appelés, puis au final on a été 20 à être sélectionnés, et puis j'ai eu l'honneur et le privilège de refaire une seconde aventure à Tahiti cette fois-ci. Mais à l'époque je m'étais mise un petit peu à la course à pied, mais pas des masses, parce que j'avais un peu du mal à gérer ma période de deuil, et mais ça s'est vraiment progressivement. Et puis au moment où je voulais me mettre à la course à pied, en fait je suis repartie en avril 2000 de l'année dernière. On est en quelle année? 2022. Donc, 2022, pardon. Donc, en avril 2021, ouais, je suis partie à Tahiti. Alors, Tahiti, tu as préféré aux Fidji sur un plan aventure. Quels ont été finalement tes enseignements sur cette deuxième participation? Est-ce que la première édition reste quand même celle où tu as pris le plus de plaisir? Ouais. Clairement, ma première édition, c'était celle où j'ai pris le plus de plaisir, parce que dans cette seconde édition, ça a été difficile pour moi de m'intégrer, parce qu'en fait, heureusement, j'avais avec moi Alexandra, qui faisait partie de ma saison, mais sinon les autres, c'est vrai, se connaissaient un petit peu déjà, et puis moi, j'étais loin un petit peu de cette sphère d'anciens aventuriers, donc j'ai eu du mal je trouvais que j'avais un petit peu de mal à m'intégrer avec tout ce monde, mais
Mais en dehors de ça, j'ai vécu une très très belle aventure aussi. C'était vraiment un très beau combat. Vraiment un très beau combat. Puis ça m'a révélé aussi mon aspect stratégique, alors que je n'étais pas du tout stratège. Malheureusement, j'ai dû me transcender pour aller le plus loin possible, hein, parce que c'est Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Donc malheureusement, il faut jouer toutes les cartes qu'on a en main. Quand on est un bon compétiteur, je pense. Accepter de gagner, accepter de perdre. Mais non, ma première aventure, c'était la plus féerique, clairement. Et donc, c'est après Tahiti que tu as découvert la course à pied et le trail, on va dire, un petit peu plus longue distance. C'est ça. En fait, à ma sortie de Koh-Lanta, vu que j'ai passé la réunification, on reste un petit peu plus longtemps pour le conseil du jury final. Et puis à ma sortie, à la fin du tournage de Koh-Lanta, en fait, à la sortie, qui est-ce qui m'attendait à Papeete? C'était Mathieu. C'est à Papette, ouais, je sais plus où est-ce qu'il m'est venu me chercher, mais il y avait Mathieu qui faisait la Xterra de Tahiti, le trail de 44 kilomètres. Puis il m'a accueilli là, donc c'est une grosse surprise pour moi. Puis j'ai commencé à courir là-bas. J'ai commencé à courir sur le Moaputa, donc dans ces milieux très humides, puis tellement riche. Et puis là, j'ai commencé un petit peu, à me mettre à courir de plus en plus longtemps sur je courais pas plus de 20-30 bornes, quoi. Mais c'est là-bas que tout a commencé. Et puis c'est là-bas qu'on va fêter mes 1 an de course à pied, justement sur la Xterra de Tahiti. Alors, est-ce que tes aventures, justement, de survie et sportives de l'extrême sur Koh-Lanta t'aident aujourd'hui dans ta pratique du trail, sur la gestion de l'alimentation, sur le fait d'aller puiser peut-être dans des réserves? Est-ce que ces aventures sont vraiment là pour bonifier ta pratique en course à pied? Alors oui, sur le point de vue mental, clairement, pas sur le point de vue alimentation. Sur le point de vue alimentation, je connais mon corps par cœur parce que j'ai appris à le connaître. J'ai pris le temps cet hiver, voire avant, à faire des tests sur mon corps, et donc je sais exactement ce qu'il me faut. Je sais comment me sentir. Je connais, mais mon corps, ça c'est un truc de malade, hein. J'ai vraiment pris peut-être 6-8 mois à m'écouter, à apprendre, et aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il me faut, et chacun devrait faire ça, je pense. Devrait prendre le temps de s'écouter dans sa pratique, dans son alimentation et dans son mode de vie, de s'accorder du temps à soi pour apprendre à se connaître. Et mais Koh-Lanta, sur le point de vue mental, aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis très très forte. Je suis capable d'aller très très loin. Ce que tu disais, dès que tu accroches un dossard, le visage change et Alix ne lâche rien. Jusqu'au bout. L'abandon, tu ne connais pas. L'abandon, je connaissais pas jusqu'à mon premier marathon des sables où j'ai très mal vécu mon premier DNF, mais j'ai fini par l'accepter. Mais effectivement, c'est ça, je suis capable. Alors, j'ai fait énormément d'erreurs de débutant parce que je mettais un dossard et puis j'allais à fond, puis je finissais par exploser, mais je lâchais rien. Et puis après, pour m'en remettre, derrière, les jours de récup étaient interminables parce que je m'étais mis à feu et à sang je faisais pas plus de 30 ou 40 bornes en trail, et puis j'ai fait des courses vraiment mythiques. J'ai eu la chance de participer à des courses mythiques. Donc, je me mettais une pression monstre. Puis, pour attraper, des top 20, alors que ça vaut rien, top 20. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que le seul truc qui compte, c'est, vraiment, je te parle du classement, hein, c'est, top 5, top 3, à la rigueur. Mais moi, à mon niveau, top 20, je me mettais des pressions monstres pour faire partie des 20 premiers, alors que il y avait aucune raison de le faire. Donc, non, mais c'est vrai que, voilà, c'est ça, il y a cette partie de moi qui est hyper compétitrice. Et aujourd'hui, ça commence à changer. J'arrive à être compétitrice en prenant vraiment du plaisir parce que je connais mon corps. Donc, je connais mes limites, je sais de quoi je suis capable. Donc, la relation entre moi et moi-même est beaucoup plus saine maintenant. Et puis, ça se fait bien. Alors justement, Alix, sur le plan alimentaire, tu disais avoir passé du temps pour t'écouter, savoir comment ton corps fonctionne. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette au quotidien ou selon les saisons? Quelles sont finalement tes bases et tes principes alimentaires? Alors moi j'ai plutôt une alimentation de type végétarienne. De base, il y a peut-être
plus de 3 ans, je mangeais de la viande, comme tout le monde. Je me suis aperçue que je digérais pas si bien ça. Et puis pour une question aussi écologique et éthique, voilà, j'ai évité de cautionner. J'en avais marre de cautionner l'élevage de masse, la pêche de masse. Après ça, alors je le crie pas sur les toits que je suis végétarienne parce que, par exemple, tu vois, bon, je cautionne pas la pêche de masse et tout, etc. Quand j'étais à Tahiti, où là, comme je vais y retourner, le poisson, il fait de la mer pêché par le local à mon assiette. Donc, c'est quelque chose qui le fait vivre. C'est un poisson qui est sain, donc je serais plus à même de le manger. Maintenant, aujourd'hui, là, moi, j'habite dans le sud de la France. Le poisson, il fait difficilement de la mer à mon assiette. Donc, je n'en mange pas. Je mange ni viande ni poisson. Je mange les œufs frais de la ferme. J'essaye de faire travailler les coopératives bio du coin. J'essaye de manger de saison et local. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je dis pas que je suis 100% végétarienne parce que les gens me disent si un jour ils me voient manger du poisson, ils vont se dire ah tu vois t'es pas végétarienne, et puis en fait j'ai pas envie d'avoir de conflits ou de conversations inutiles alors qu'on était tous là pour passer un bon moment. Mais et puis il y a des gens aussi qui ne savent pas que je suis végétarienne. Et puis qui me font des fois du poisson, et puis je vais manger par courtoisie parce que là je vais pas bouder un plat qu'on m'a gentiment préparé. Donc voilà, mais mon alimentation à 99%, c'est végétarien, ouais. Et l'alimentation du Canada, alors, là où vous vivez une partie de l'année, en quoi elle diffère de l'alimentation française? Parce que le soleil du sud de la France, il est peut-être un petit peu moins présent aussi. Alors, l'alimentation au Canada, c'est vraiment plus riche dans le sens calorique. Le plat un des plats que j'aurais le plus mangé, je crois que c'est la poutine. C'est un espèce de plat de frites avec du fromage et de la sauce par-dessus. Bon, moi, en l'occurrence, je la prenais végétarienne, donc il y avait full légumes aussi, mais bon, c'est pour camoufler, tu sais. J'essayais de mettre les légumes sur le dessus pour camoufler la tonne de frites au fromage qu'il y avait en dessous. Après, c'est des plats hyper réconfortants au final, parce que pour aller se faire des sessions de course à pied entre -20 et -30, et puis après rentrer, t'as qu'une envie, c'est de prendre de bons pancakes qui baignent dans le sirop d'érable et le beurre de cacahuète, que d'aller te faire une petite salade de fruits, tu vois. Donc non, c'est assez riche, comme alimentation. Ils ont des tourtes, ils cuisinent beaucoup, comme je disais, au sirop d'érable, ils cuisinent beaucoup les noix, le chou aussi, et puis voilà, les full glucides, full carbs à fond. Donc là, vous avez stocké pendant l'hiver et tu reviens tout juste d'un marathon des sables. Donc la transition entre l'hiver canadien et le soleil dans le désert du Maroc, ça n'a pas été trop compliqué? Comment tu t'es préparé justement pour ce marathon des sables? Pareil, la revanche après cet abandon, on va l'appeler comme ça, sur l'édition précédente, donc qui était très proche, hein, c'était au mois d'octobre dernier. Oui, en fait, les conditions en octobre étaient, la base du marathon des sables se fait aux alentours donc de avril, voire mai l'année prochaine, il me semble. Et puis l'année dernière, il a été décalé. Et puis il faut savoir qu'à l'époque où ça a été décalé, en fait, c'est l'été là-bas dans le Sahara. Et puis voilà, je resterai toujours sur cette épreuve traumatisante de 13 kilomètres de dunes, dans les dunes de Merzouga, avec une température à 58 degrés. Ça a été très compliqué. Et donc, il y a eu plus de 50% d'abandon sur ce marathon des sables. Donc, ça a été un record. Et effectivement, j'ai été déjà un petit peu déshydratée. Et puis j'ai développé un virus que bon nombre d'athlètes aussi avaient chopé à base de malheureusement de sel liquide et de vomissements. Donc effectivement, lors de l'étape longue, premier checkpoint, je suis tombée inconsciente, et puis je me suis pas relevée. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Mais ça a été très très dur d'accepter ça. Et puis les gens me tapaient sur l'épaule, me disant tu reviendras un jour. Ah, j'ai dit non, je reviens dans 6 mois là. Je crois que vous avez pas compris, c'est que là pour moi c'est pas acceptable, et je reviens dans 6 mois. Et puis c'est une période aussi en même temps où
j'en parle de plus en plus maintenant là, mais j'essaie de cadrer ça quand j'en parle, c'est que quand tu sors de Koh-Lanta, donc mon aventure, je suis sortie, c'était en juin, donc j'avais perdu énormément de poids et puis j'ai essayé de lutter pour éviter de reprendre trop vite le poids que j'avais pris. Donc j'étais sur bon nombre de courses, etc. Et puis je suis allée jusqu'à la MCC à l'UTMB. Et puis là, derrière la MCC, en fait, je pense que mon corps était très fatigué. Et là, j'ai fait une espèce de rebond et mon corps s'est gorgé à stocker alors que je mangeais totalement normalement. Et en fait, je faisais énormément de rétention d'eau. Donc, je suis arrivée au Marathon des Sables déjà avec une forme Optimum, pas vraiment optimum, quoi. Et puis, bah, j'ai commencé à entamer justement ce travail sur moi-même, d'apprendre à me connaître, etc., savoir ce que je digérais plus, parce qu'il y a bon nombre de choses que je ne digère plus depuis Koh-Lanta. Et puis, j'en ai profité donc pour l'hiver au Canada pour voilà, bosser sur là-dessus, mon alimentation, un rééquilibrage, un petit peu savoir me connaître, et puis aussi bosser mes lacunes. Je sors du CrossFit où de base moi je faisais pas énormément de courses à pied. Je suis vraiment pas bonne sur le plat. Ma biomécanique elle est vraiment pas bonne sur le plat. Et puis en terrain instable elle est vraiment pas bonne non plus. Donc quoi de mieux que de courir dans la neige sur le plat et de faire voilà j'avais une bonne courbe de progression, des petits footings que j'augmentais de plus en plus. Et puis c'est pas tant le froid me faisait pas tant peur en fait, parce que du moment où tu apprends à bien te couvrir de manière stratégique, hein. Il faut pas trop se couvrir parce que si tu transpires, l'eau étant plus conducteur, t'attrapes froid direct. Donc c'est la méthode de l'oignon, tu sais, plusieurs couches que tu ouvres, c'est toute une méthode. Et voilà, mon axe principal c'était faire de la distance sur le plat, dans la neige pour pouvoir optimiser, pour pouvoir préparer mon corps à ce marathon des sables. Et puis non, ça s'est bien fait. La transition froid-chaud, au final, je l'ai pas énormément ressenti. J'ai fait une transition d'une semaine dans le sud de la France entre le Canada et le Maroc. Et non, c'est pas tant. J'ai eu énormément de retours à ce sujet-là, et puis c'est pas tant. C'est vrai que j'ai fait moins 30 plus 30 quand même. Une grosse amplitude thermique. Voilà, mais au final, non, ça ne m'a pas plus dérangé que ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on emmène? Parce que le Marathon des Sables, qui est réputé comme une des courses les plus dures au monde, a pour spécificité que vous emportez avec vous votre alimentation pour la semaine. Alors, qu'est-ce que tu avais mis dans ton sac pour justement te réconforter sous la tente une fois les épreuves et les journées terminées? Parce que là aussi, il y a une amplitude thermique entre la chaleur du jour et les températures assez rigoureuses la nuit. Exactement. Contrairement aux températures donc qu'on a eu en octobre où on pouvait dormir hors de son sac de couchage la nuit, cette fois-ci ce n'était pas possible. La nuit, ça tombait à 6-8 degrés. Et puis le jour, ça peut monter jusqu'à 30 degrés. Maintenant, moi déjà pour un gain de place, un truc que grâce à Koh-Lanta en fait, je me suffis de peu en fait en nourriture, donc je suis partie volontairement en déficit calorique. Sachant que tu dois quand même avoir 2000 calories minimum par jour, hein, c'est le minimum au contrôle des sacs que tu dois avoir. Et puis j'ai essayé aussi d'optimiser au maximum le matériel obligatoire, sachant que je vis quand même avec un ingénieur de formation. On avait des sacs ultra light, ultra réfléchis. Et en alimentation, alors j'ai la marque qui me suit qui s'appelle NAC qui ont développé justement une boisson que tu peux en fait consommer donc pendant l'effort, qui t'apportera donc les calories nécessaires, tes protéines, tes glucides et puis tes électrolytes. Donc en fait pendant l'effort, moi je tournais à ces boissons d'hydratation là, des poudres que je mettais dans mon eau. Et puis le matin je consommais 1 à 2 barres à la caféine. Et puis quand je rentrais le soir, j'avais une collation, un petit shaker de protéines, j'avais une petite collation solide qui était une gaufre, et puis le soir j'avais un repas lyophilisé. Voilà. Donc ça tournait. Je t'avoue que j'avais pas beaucoup pris de choses vraiment plaisir à proprement dit, mais par contre je le recommande grandement à ceux qui veulent se lancer dans le marathon des sables, parce que au final, je pense que ça m'a. Quand on me proposait dans l'attente des petits trucs, je disais pas non, dans le sens où des petits crackers salés, le sel me manquait énormément.
je disais pas non. Donc je me suis dit ok, la prochaine fois que j'y retourne, je m'autoriserai quand même d'alourdir légèrement le sac et de me mettre des petits crackers. Voilà. Après, non, il faut diversifier son alimentation quand on n'a jamais fait de course à étapes comme ça. Il faut prendre des petits trucs plaisir aussi, c'est hyper important pour la tête. Vraiment, vraiment. Et pas non plus partir avec des choses qui vont fondre dans le sac. Il faut y réfléchir un minimum. Ce que je recommande, moi, qui peuvent faire plaisir, les M&M's, c'est très bon. Par contre, je peux plus me les voir en peinture maintenant. Mais voilà, avec la cacahuète à l'intérieur, ça c'est bien, ça fond pas. Les mini bretzels aussi, ça apporte du salé. Puis pareil, ça se détruit pas dans le sac. Voilà, donc il faut réfléchir à tout ce que tu peux emmener. Et puis il faut aussi penser au minimum quand même au ratio au poids calories, quoi. Souvent, je les vois arriver avec des gens avec des compotes lyophilisées. Ça leur apporte même pas 100 calories, le machin il est énorme, ça sert à rien, quoi. Aujourd'hui, on fait des choses qui sont capables de, pour moins de 100 grammes, t'apporter énormément de calories. Donc voilà, optimiser au maximum le ratio poids-cal, quoi. Tu avais combien de kilos sur le dos? Alors, c'est dégressif parce qu'au fur et à mesure des étapes, tu t'allèges forcément vu que le sac de nourriture se réduit. Mais au départ, quand tu as parcouru tu as franchi la ligne de départ, le sac était de combien de kilos? Moi, j'avais un sac vraiment comme si j'allais courir, jouer ma vie sur le marathon des sables. Donc, j'avais un sac qui était ultra light. Il faisait 5 kilos. Sachant que le poids minimum pour passer les contrôles, le premier contrôle du marathon des sables, c'est 6,5 kg. Donc, ma méthode, c'est qu'en fait, je prenais un gros petit déjeuner. Je chargeais mon sac avec un gros petit déjeuner pour le premier jour et des choses aussi que potentiellement je consommerais pour être au poids. Donc voilà, c'est une méthode que tout le monde utilise, hein, donc j'ai pas de souci à le dire. Mais ouais, j'avais un sac ultra light et puis après le choix du sac aussi il fait pour beaucoup parce que aujourd'hui j'ai couru le marathon des sables, j'ai couru avec un sac quand même de 12 litres de chez Salomon. Donc c'est un sac ultra light. Voilà. Donc j'ai tout optimisé pour éviter parce que déjà que je suis pas très très bonne sur le plat. Là, j'allais courir sur le plat dans le sable 230 bornes. Je me suis dit si je commence à arriver avec un sac énorme, ça va vraiment pas le faire. Donc c'est ma technique à moi de partir avec un sac vraiment ultra light, quitte à mettre un petit peu de côté son confort. Je suis partie sans matelas. J'ai pas pris de matelas. J'ai un duvet ultra light, donc j'accepte le soir quand même d'avoir un petit peu plus froid que les autres. Mais en fait, c'est ce que je me disais dans la tente quand j'étais avec Claude et Sam, c'est que bon, les gars, on a fait Koh-Lanta, donc qu'est-ce qu'on s'en fout de dormir par terre maintenant? On n'est plus à 5 jours près, quoi. Donc là, l'expérience de la survie prenait tout son sens sur cette semaine du marathon des sables. C'est exactement ça. Et puis, tu vois, j'ai pas pris non plus de vêtements de rechange. Tout le monde avait pris des vêtements de rechange, des choses comme ça. Non, moi, je m'en fous de pas me laver pendant une semaine. J'adore. Plus l'aventure, plus on est crade, plus je kiffe. Je pense que c'est l'aspect de Koh-Lanta qui a révélé ce côté-là de chez moi. C'est que j'ai l'impression que j'adore me sentir j'aime bien dire ça, mais j'adore me sentir comme tout poule enfant sauvage, tu vois. Les cheveux dressés sur la tête, une semaine à partir à l'aventure avec les collègues et puis banzai, quoi. Et donc là, la vie sous la tente, c'est le réconfort du soir. On a passé une bonne journée à parcourir le désert et le soir, on retrouve... c'est comme une famille finalement. Sous la tente, vous vous retrouvez tous ensemble à partager vos différents repas lyophilisés sans avoir beaucoup de plaisir parfois, mais c'est l'ambiance de la tente. Je pense que l'ambiance sous la tente au marathon des sables, il fait pour bien 30% de l'épreuve. Quand tu rentres le soir et que t'es fatigué, t'aimes bien voir les sourires, t'aimes bien voir des blagues, t'aimes bien déconner. Ça y fait pour beaucoup vraiment. Et puis en plus là, la tente sur laquelle je suis tombée, parce que nous en fait on était en une tente où on faisait du contenu média. Donc en fait on était plusieurs influenceurs. Puis j'ai rencontré des gens. À vie, on se souviendra de cette tente 99, quoi. J'ai rencontré une petite nana qui s'appelle Laura Soto, food track sur Instagram. J'ai
j'avais déjà rencontré, mais j'ai fait vraiment la connaissance de Steven Le Yarrick et Perrine Fage et bon, Claude et Sam, je les connaissais déjà. Et puis j'ai quand même partagé la tente avec la célèbre Laurence Klein. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté. Sandrine aussi était là et chacun a su m'apporter quelque chose et j'ai trouvé ça génial. En fait, j'ai appris vraiment de chacune des personnes qui avaient dans cette tente. Et puis ce club des 4 entre Steven, Perrine et moi, c'était n'importe quoi. On a énormément rigolé et puis ça m'a fait un bien fou. Puis c'était aussi pour moi une aventure que je vivais parce que tout le monde, pour revenir aussi là-dessus, c'est que souvent tout le monde m'identifie on est tout le temps ensemble avec Mathieu depuis bientôt 1 an. Puis là ça faisait un moment que j'avais pas fait une aventure pour moi, une aventure en solo, ouais. en solo en quelque sorte. Et puis c'est aussi ça m'a aussi fait du bien quoi. Donc non, ça a été méga enrichissant puis de voir ces tronches là, ces 8 tronches dans la tente le soir. Oh, ça a été vraiment épique. Et puis tu le faisais aussi pour une association. Il y avait une cause qui t'a porté donc dans ce désert marocain. Est-ce que tu peux en parler? Oui, en fait, c'était peut-être en octobre ou en novembre. Ouais, octobre ou novembre 2021. En fait, je suis allée faire un raid de 100% féminin qui s'appelle Des Fidèles. C'est un raid en fait qui propose qui propose des épreuves sportives 100% entre nanas en binôme et puis qui récolte des fonds pour une association qui s'appelle Keep Abreast, ouais, et qui fait de la prévention pour le cancer du sein, prévention et qui fait aussi du contenu pour l'autopalpation en fait. Voilà, prévention par l'art et l'autopalpation. C'est basé sur ça, Keep Abreast, et puis c'est pour justement essayer d'en parler au maximum parce que aujourd'hui parler d'autopalpation sans montrer c'est compliqué. Les seins, la nudité chez la femme c'est hyper tabou. C'est encore un sujet assez tabou de se dire ok les nanas palpez-vous. Et en fait cette association m'a vraiment touchée et puis les personnes qui sont aussi autour de ça c'est des personnes que j'aime énormément. Christelle de Koh-Lanta qui a fait l'aventure des légendes avec moi, c'est elle qui m'a mis là-dedans et puis je leur remercie grandement parce que j'ai énormément appris. J'avais un peu d'appréhension quand je suis allée faire le défi d'elle parce que je me suis dit c'est qu'entre nanas, je me suis dit oh pauvre, ça va être une horreur. ça va chicorer, ça va se crêper de chignon et en fait ça a été une aventure formidable. Et puis pour moi c'était naturel. En fait je me suis dit sur ce marathon de sable je vais essayer un petit peu alors il y a eu le marathon de sable mais il y a aussi le fait de la petite notoriété que j'ai maintenant. Je me suis dit je veux parler pour ceux qui ont encore une petite voix, tu vois, je veux être la voix d'eux. Et puis, en l'occurrence, sur cet événement, je voulais être la voix de Keep Abreast. Donc, j'ai parlé autopalpation, j'ai parlé cancer du sein. Puis, j'ai récolté à peu près aussi 600 € que j'ai reversé à la sauce. Donc, voilà, parce que voilà, faut pas oublier non plus que l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre, même si en ce moment, c'est assez compliqué. Et puis voilà, faire de la prévention, parler d'autopalpation, parler de l'application gratuite aujourd'hui qui est disponible pour toutes les femmes et même les hommes qui s'y intéressent. Donc voilà, pour moi c'était important de le faire. Et donc ce premier défi en solo, enfin ce marathon des sables, à la fin, quel a été ton sentiment, ta pensée? Cette fois-ci, pas d'abandon. Ça a été bien géré du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en tires? C'est encore tout frais, hein. C'était il y a quelques semaines. C'est ça, c'est encore tout frais. J'ai su vraiment faire preuve d'humilité sur ce marathon des sables. J'avais vraiment envie de le finir. J'avais vraiment envie de me sentir bien quand je le finis parce qu'il y a une saison qui m'attend. J'ai d'autres objectifs dans l'année qui sont importants pour moi. J'avais pas envie. Déjà, le marathon des sables, même si tu restes dans ta zone de confort, tu en ressors, t'es quand même assez cuit. Donc, j'ai su vraiment gérer. Je me suis fait plaisir. L'étape que j'ai préférée, c'est l'étape longue, le 86 bornes. Donc, pour te dire à quel point j'ai pris du plaisir sur ce marathon de sable. J'ai eu le smile du début à la fin, une ambiance de malade. J'ai beaucoup appris de mon premier échec,
de par aussi le choix de mes chaussures. Donc là, j'avais pas d'ampoule, pas de blessure, quoi. C'était, mais tous les feux étaient au vert, quoi. Donc, j'étais juste là pour kiffer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Même quand Patrick Bauer m'a mis la médaille, je me suis dit, ok, c'est déjà fini. Tu vois, j'étais pas dans l'état second dans lequel j'étais sur chacune des épreuves parce que je voulais choper le top, je sais plus quoi là, le top cacahuète sur le dernier marathon des sables. Mais non, j'étais vraiment j'étais en osmose avec moi et puis j'ai fait que kiffer quoi. Donc non, il faut savoir rester. Je pense que c'est une marathon des sables, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit la course la plus dure du monde, vraiment, parce que tout le monde peut le faire. Si tu le fais en marchant, que tu prends ton temps et que tu restes dans ta zone de confort, tu le fais. Et tant que les dromadaires derrière, ils t'attrapent pas, tout le monde peut le faire. Les barrières horaires sont vraiment très larges. Après, voilà, c'est une question d'humilité, de gestion et puis faut pas regarder sa montre. Parce que des fois, tu pars pour des étapes de 30 bornes. J'ai fait une étape en marchant pour voir. J'ai mis 7 heures quand même. Donc, il faut pas regarder sa montre. Il faut aller de CP en CP. Et puis, non. Pour moi, c'était un marathon d'étape formidable. Vraiment. Et peut-être par rapport à la médiatisation, tu le dis, hein, je suis sur les réseaux, je communique beaucoup. Là, ça te faisait vraiment un sas d'une semaine complètement coupé du monde avec des personnes avec lesquelles tu as pu échanger, partager, des rencontres qui aujourd'hui te nourrissent. C'est ça aussi peut-être que tu allais chercher? Alors oui, alors après j'étais pas totalement coupée du monde moi parce que effectivement je faisais je donnais de la visibilité au marathon des sables sur mes réseaux, mais c'est vrai que juste je postais, je donnais quelques impressions et puis mais par contre à côté de ça je répondais pas aux messages que je recevais, je communiquais pas tant que ça avec mes proches, je recevais comme tout le monde les messages qu'on reçoit sous la tente que les gens écrivent par mail sur le site de Marathon des Sables et ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de temps en temps. C'est vrai que nous, on est surconnectés parce que c'est notre travail, mais ça fait du bien aussi de temps en temps de se reconnecter avec l'humain, en fait. Parce que, il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent dans la vie. Et, c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Après, moi, je suis vraiment quand même si je suis surconnectée de par l'influence, j'aime quand même et je m'impose aujourd'hui à table t'as pas de téléphone, quand on est autour d'une table avec d'autres personnes on échange, j'adore discuter, quand les gens me rencontrent et qu'ils me disent t'as Alix de Koh-Lanta, c'est plus moi qui parle avec eux pour apprendre à les connaître que l'inverse souvent parce qu'ils ont plus peur qu'autre chose. Mais voilà, moi je suis vraiment dans le contact, le partage, et c'est vraiment ce que j'ai su retrouver aussi sur ce marathon des sables. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que Alix sur les réseaux, c'est Alix qu'on va rencontrer dans la vraie vie. C'est quelque chose auquel tu tiens. T'as pas forcément, il y a une distance forcément parce que tu ne peux peut-être pas répondre à toutes les sollicitations, mais les gens qui te rencontrent, tu seras la même que celle qui est sur les réseaux. Ouais, exactement. Il y a encore énormément de personnes qui ont l'image d'aller Alix la dure à cuire sur Koh-Lanta, mais faut pas oublier que la compétition c'est autre chose et puis l'émission aussi c'est autre chose. Puis il y a Alix sur les réseaux. Sur les réseaux, je me force pas à faire ce que je me force à faire. Alors, pardon, j'arrive pas à formuler ma phrase. On va pas me forcer à faire des choses. Je le fais. Je partage les choses de manière très naturelle. Des fois ça fait peut-être un peu moins de clics des posts qui vont faire un peu moins de clics que d'autres, mais en fait je m'en fiche parce que je veux pas me retrouver emprisonnée sur un cadre donné où aujourd'hui tu dois poster ça, il faut que ça ressemble à ça. Non, parce qu'en fait c'est plus moi. Et puis je veux que tout le monde se reconnaisse dans ce que je fais, enfin tout le monde, la communauté que je cible à travers mes valeurs, mon sport et mon mode de vie. Mais je veux pas que ce soit surfait parce que ça me ressemblerait pas. Donc effectivement, quand on me rencontre, souvent les gens me disent t'es plus gentil qu'à la télé. Pour l'instant, je n'ai jamais encore mangé personne. Ça se passe bien, mais la plupart du temps, le contact et la rencontre avec les gens se fait de manière très naturelle et puis j'adore ça. Vraiment, j'adore faire des photos avec les gens, j'adore parler de tout, de rien, et puis je m'intéresse à ceux qui me regardent avec des yeux. Le pire, c'est les enfants.
enfin les enfants qui sont dans un âge où ils regardent, tu sais, ils regardent koh et encore hier à l'aéroport à Madère, il y a une petite fille dont le papa faisait le trail. Elle a insisté pour venir me faire un câlin avant de repartir chez elle. Mais moi, j'ai dit, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et puis, tu regardes les pépites dans les yeux, là. Il y a pas plus de, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, je parlais des haters. Mais c'est ça, c'est moins d'1%, c'est une miette, les haters, à côté de tout l'amour que les gens, ils peuvent avoir. Et puis, quand ils te rencontrent en vrai, là, donc ouais. J'insiste pour être la même sur les réseaux et puis, dans la vraie vie. Et justement, pour revenir sur cette aventure que tu as voulu mener en solo sur le Marathon des Sables, est-ce que ta relation avec Mathieu, le fait qu'on vous voit beaucoup ensemble et tu étais encore donc son assistance sur ce trail le week-end dernier, est-ce que ça t'a pas desservi à un moment donné où des marques t'ont dit non mais tu es la compagne de Mathieu, on va peut-être pas travailler avec toi parce que il y a une trop grosse proximité entre vous deux? Alors, ça m'est arrivé. Effectivement, des marques me ferment la porte, mais c'était juste en fait parce que Mathieu, pour un exemple concret, en fait, Mathieu est représenté par certaines marques, et vu que moi je suis tout le temps avec Mathieu, en fait, ils avaient peur de se faire étouffer justement par les marques qui poussaient Mathieu. Donc effectivement, je me suis fait fermer la porte par 2-3 marques, mais aujourd'hui, je regrette rien. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est vrai que c'est bizarre quand une marque te dit non, on peut pas faire de partenariat ensemble, alors que ils avaient l'air super contents de m'accompagner sur l'année, etc. Et puis qu'ils me disent non, en fait, vous êtes trop ensemble, donc du coup, ça peut se faire concurrence. Nous, on veut de l'exclusivité. Je dis oui, avec moi, vous avez l'exclusivité. Oui, mais non, en fait, t'es trop avec Mathieu, donc du coup, ça fausse le contrat. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est que vous avez pas cerné ma propre identité, en fait. Avec Mathieu, on a chacun son caractère, chacun son identité, chacun sa personnalité. Oui, on est H24 ensemble, mais aujourd'hui, on est une force ensemble, mais aussi on est une force chacun de notre côté. On est très différents, mais oui, on est souvent sur des événements ensemble, etc. Mais je pense que il y a des marques qui l'ont très bien compris. Et puis il y en a d'autres qui sont à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Donc non, je dirais pas que ça m'a pas desservi, mais j'ai beaucoup appris sur le monde des marques, de la communication. Ça te ramène des fois un peu les pieds sur terre. Ça dit oh là, ça existe encore ce genre de préjugés là. Mais non, aujourd'hui on essaye vraiment d'utiliser notre binôme comme une force, et puis ça nous ouvre des portes incroyables. On arrive à voyager, à découvrir des destinations tellement fabuleuses, et puis on rencontre des gens avec des valeurs qui nous ressemblent, on bosse avec des marques qui regardent dans la même direction que nous, et je pense que c'est ça le plus important. Alors justement, tu le dis, à deux vous êtes une force, tu réalise l'assistance de Mathieu. Donc, j'ai vu sur l'UTMB, sur un trail en Afrique du Sud, à Madère le week-end dernier. Il y a quoi dans la purée? Qu'est-ce que tu lui mets pour qu'il carbure aussi vite? C'est un secret, peut-être. Dans la purée qui fait courir vite. Non, en fait, ouais, ça fait depuis à l'UTMB. Est-ce que ça s'est fait peut-être même avant? Non, je crois que c'est à l'UTMB où j'ai fait vraiment, j'avais une pression monstre. J'ai fait vraiment le crew de Mathieu vraiment pour la première fois. Et puis suite à l'UTMB, en fait, Mathieu a voulu un crew et il m'a dit est-ce que tu veux venir mon crew officiel? Et moi j'étais là ouais, trop bien et tout. Donc effectivement, là je suis pris en charge sur les placements de Mathieu, tout ça. Et puis l'important d'un crew dans un crew, déjà c'est de se connaître. C'est d'avoir confiance, que l'athlète ait confiance en toi et que toi aussi t'aies confiance dans l'athlète. Il faut que tu sois réactif. Il y a beaucoup de choses. Il y aurait toute une conversation à faire sur comment être un bon crew et comment être un crew et comment être un bon crew. Et puis effectivement, ouais, je m'intéresse beaucoup à l'aspect nutrition, récupération et optimisation des compétences, quoi. Et puis Mathieu, j'ai trouvé qu'effectivement lui, ce qui lui convenait dans sa nutrition, c'était la fameuse purée de patates douces dans laquelle je mets des petits trucs secrets. Rien de bien élaboré, mais ouais, ça marche bien pour lui parce que on a fait plusieurs tests, ça se fait pas comme ça, mais
sais, les gels, je trouve que ça provoque trop pour parler très vulgairement, pour parler simplement de nutrition, c'est ça, les gels provoquent des pics de glycémie, ce qui veut dire que derrière il va avoir des downs, donc ça fait des ups, ça fait des montées d'énergie, puis derrière des petits coups de barre. Puis moi je me suis dit ok, comment éviter ça pour qu'il y ait une énergie constante. Donc on a trouvé en faisant des tests, en parlant lui et moi, en faisant des retours, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Et en fait voilà, j'ai élaboré une purée qui fait que Matt, s'il arrive à avoir quand même une énergie constante, la purée ne fait pas tout. Matt s'entraîne énormément. Oui, si. Ça fait 7. Sans quoi je mange de la purée de patates douces à tous les repas et je pense pas que ce soit la solution, mais oui, il y a de l'entraînement derrière. Il y a énormément d'entraînement, mais voilà, non, en fait, tout ce qui tourne autour de son alimentation pendant l'ultra a été réfléchi. On fait encore des tests aujourd'hui, on essaye encore de savoir au mieux. Puis là, par exemple, tu vois, retour de Madère, il m'a dit lors d'un ravito, il me dit j'ai faim. C'est la première fois que j'entends un mec en ultra, enfin, en tout cas Matt en ultra me dire ok, j'ai faim, il faut que je mange. Et puis il a dévoré. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment ton athlète évolue en fonction de ce que tu lui donnes à manger. Mais c'est vrai que la purée de patates douces, il y en a énormément qui en consomment. Mais voilà, je trouve que c'est un bon apport d'énergie pour une énergie constante, la patate douce. Après, il y a ton côté aussi soutien mental, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va te retrouver peut-être au ravitaillement. Tu vas avoir quoi? Des mots pour l'encourager, pour valoriser ce qu'il vient de faire. Comment se passent justement vos échanges sur ces temps qui sont relativement courts, hein? Je ne sais pas combien dure un ravitaillement, oui, mais le temps d'avaler la purée et hop, il est reparti. C'est ça. En fait, nous, on essaye d'optimiser. On a beaucoup impressionné sur les réseaux. Je me souviens à l'UTMB parce que j'avais fait un ravito à Courmayeur Express. C'est vrai que nous, on est très rapide. En fait, ça va très vite. Je le vois arriver à sa tête. Bon, déjà, je le connais par cœur. Hein. À sa tête, je sais de quoi il a besoin. Je sais comment il est. Je sais s'il me parle, l'intonation qu'il va avoir, je vais savoir s'il est bien ou pas. Parce que je pense que c'est arrivé qu'une fois en Andorre où il a été contraint d'abandonner, mais il va pas me dire je vais bien ou je vais pas bien, il va pas me donner ça. Et puis c'est pas une question que je vais demander. Tu viens de te faire 60 à mi-course par exemple, tu vois, tu viens de te faire 60 bandes dans les pattes d'escalier, te taper la pluie toute la nuit, j'ai pas te demander alors comment ça se passe, ça va bien? Non, ça va pas bien. Le mec, tous les mecs, ils arrivent, ils sont fracassés, ils ont mal aux jambes, ils ont mal partout, ils savent plus quoi manger, ils ont l'estomac, il est en vrac, ils sont allés s'arrêter 3 fois au bord du chemin pour faire la grosse commission parce que l'estomac, il prend cher. Donc non, c'est pas une question que tu poses. Normalement, quand t'arrives au ravito, le mec, tu peux pas lui demander alors, comment ça va? Donc, il arrive et en fait, normalement, naturellement, s'il arrive et qu'il me fait un débrief naturellement, ok. S'il me fait le débrief lui-même, moi, je vais connecter, ok, il va bien, j'enregistre ce qu'il me dit. Et puis, je vais être toujours dans le positif. Je vais être même un petit peu brusque, dans le sens où moi, je regarde le chrono. Il arrive, il faut qu'il reparte vite. Donc, il faut qu'il recharge les batteries, certes, mais faut pas qu'il traîne. Donc, je suis maître du temps. En même temps, je suis là, ok. Là, par exemple, il y a un truc qui a pêché. Il me dit, ouais, il arrive, il était énervé. Je lui enlève sa lampe. Il me dit, ouais, la lampe, elle m'a lâché au bout de 5 heures de course, c'est inadmissible. Je dis, ok, super, très bien. Bon, on passe à autre chose. Tac, tu vois, je reste pas. Il faut être au tac, il faut y aller hyper positif. Et puis, en même temps, je regarde. Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il mange? En même temps, je recharge ses poches. Je lui mets combien de gel? Je fais en fonction. Tac, il me dit, je peux plus manger solide. Ok, c'est pas grave. Je te mets plus de liquide. Hyper réactif, hyper dynamique, le smile à fond. Et puis, hop, là, tu requins, et basta. Tu repars. Puis, même si, l'athlète à qui tu fais l'assistance et peut paraître un peu dur, il faut pas prendre compte. Parce que des fois, ils peuvent nous répondre un peu sèchement, ils peuvent être un peu durs. C'est ce que j'allais te poser comme question. S'il n'y a pas déjà eu de la friture sur la ligne, on est dans un contexte particulier. Il y a une épreuve longue distance, il ne faut pas forcément en tenir rigueur. Non, exactement. Il faut pas prendre en compte le moment où la personne va être un peu plus dure ou va être un peu plus dure dans son intonation. Moi, je m'en fous. C'est pas toi qui es en train de galérer à courir et qui a mal à ton corps depuis 10 heures de course, tu vois. Donc non, moi je prends vraiment pas en compte. Puis Mathieu est vraiment un athlète. J'arrive à le situer, parce que moi je vois les autres athlètes à côté, je prends le temps de regarder. Il y en a qui sont hyper durs avec leur crew.
Jusqu'à maintenant, puis Mathieu le sait, c'est que il n'y a jamais eu vraiment d'accrochage. Il y a eu des intonations qui sont plus sèches que les autres, mais c'est normal, c'est normal. Mais j'en prends vraiment pas compte, quoi. Moi, mon but, c'est juste là, le secouer, de le requinquer, et puis des fois, je le secoue un peu trop, il me dit laisse-moi manger, je vais faire une hypoglycémie. Oui, tu parles, je vais faire une hypoglycémie. Dans ma tête, je suis là à me dire non, pas du tout. Il faut juste qu'il reparte vite dans 30 secondes, là, et puis je lâche pas, et puis bam, il est reparti, quoi. Donc non, et puis ni lui ni moi, on en prend compte de ça, quoi. Ça doit pas être facile de gérer l'attente du concurrent pendant des heures, de faire nuit blanche comme lui finalement, mais en étant peut-être sans nouvelles, de pas savoir vraiment comment se passe la course, même si tu as les trackers peut-être avec toi qui t'indiquent à quel endroit il peut avancer, se situer, mais de pas pouvoir le suivre vraiment en dehors de ses ravitaillements bien évidemment, mais d'être à ses côtés. L'attente est pas quelque chose de simple. C'est pas simple dans le sens où aussi les courses, souvent elles te vendent des super lives, des super traquages GPS, des machins et tout. Tu arrives, il y a tout qui est en grec, il y a rien qui marche. Et puis, alors c'est difficile parce que moi, je suis, tu sais, dans les ultras là, t'en as tant qui partent, mais tu sais pas combien ils vont arriver, quoi. Comment ils vont arriver. Puis c'est surtout ça en fait. J'ai l'appréhension, je m'en fiche qu'il arrive plus ou moins en fonction. Je dirais pas que je m'en fiche, mais de voir sa tête au ravito, j'ai hâte d'évaluer en fait la situation dans laquelle on est pour savoir s'il va bien ou pas, parce que au final le chrono, oui, bon, peut-être qu'il a eu un pépin, donc ça j'en prends pas compte, etc. Mais c'est vrai que quand je sais que doit arriver dans les 10-15 minutes au prochain ravito, j'ai la boule au ventre, j'ai l'estomac, j'ai l'impression que je vais faire un infarctus, quoi. Ça va à fond. En plus, moi, je sais que quand je fais nuit blanche, je me blinde de pas très bon, mais bon, de boissons énergisantes, etc. Donc j'ai le cœur, il palpite à fond. Donc non, moi ça me tient vraiment à fond en haleine, quoi. Et puis je dirais pas que c'est pas évident parce que non, en fait, tu t'adaptes bien. T'es tellement pris dans l'adresse du truc que ceux qui sont vraiment passionnés, moi je suis vraiment. Alors, il y a des gens, j'ai eu des retours comme quoi on me disait au début quand je faisais le crew de Mathieu, ça te déplaît enfin t'es confortable dans ta position d'être dans l'ombre de Mathieu? Et je dis en fait non, en fait je suis pas du tout dans l'ombre de Mathieu. Moi je suis passionnée par le fait d'être le crew de Mathieu, quoi. Ça me prend au trip, quoi. J'adore ça. Et puis j'adore l'ultra, j'adore le spectacle que c'est, j'adore les rebondissements, et puis j'adore l'accompagner là-dedans. Donc y a rien qui est. Bon, après oui, t'es cassé, hein. C'est comme si c'est toi qui avais couru l'ultra. T'es fatigué, tu te poses, tu dors de suite. Mais non, en fait, c'est tellement. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore l'accompagner, et puis j'adore ce sport. Et c'est fou, c'est terriblement fou. Mais tu es un facteur de performance. S'il t'avait pas à ses côtés, est-ce qu'il serait aussi performant? Toi, tu y prends énormément de plaisir, tu l'analyses, et un ravitaillement, c'est comme une voiture sur une course automobile, comme une Formule 1 qui rentre au stand, il faut qu'elle reparte le plus rapidement possible avec tous les signaux verts. Donc là, dans la performance, c'est toi qui œuvre. Exactement. Alors, je sais pas, je dirais pas, parce que je reste assez humble pour dire aujourd'hui, je suis un facteur de performance dans les trucs de Mathieu, dans les résultats de Mathieu, mais Mathieu me le dit, il me dit souvent, sans toi, ça aurait pas été possible, etc. Donc moi, j'ai du mal à me dire que à mon échelle, tu vois, tu vois, j'ai du mal à l'accepter, mais je le vois, et je pense aujourd'hui de manière plus globale que le crew et l'assistance en ultra devient un réel facteur de performance. Je suis catégorique là-dessus. C'est clairement vrai, c'est clairement le cas. Mais après, à mon échelle, est-ce que c'est grâce à moi que non, Mathieu, je le vois, je le vois comment il s'entraîne, je vois le potentiel qu'il a. Moi, je voudrais qu'il soit encore toujours plus, tu vois, toujours plus. Donc, je participe à la performance, mais je pense pas que ce soit moi qui fasse qu'il ait couru 115 km en moins de 14 heures, quoi. Alors, de ton côté, qui fera ton assistance sur, tu l'as dit, hein, tu as une saison qui se lance en trail. Déjà, quelles seront tes échéances pour les semaines ou les mois à venir? Sur quelle course va-t-on voir Alix?
Alors, j'ai plein de petites courses qui sont prévues. Ce sont pas des grosses courses, mais là en l'occurrence j'ai un petit un 21 ou 22K à Malte sur la Xterra Gozo. Donc là, ça va être ma première course, ma première petite course de la saison. Puis je vais enchaîner. Je vais aller un peu courir aux Deux Alpes, mais il y aura pas de compétition. Suite à ça, je vais à Tahiti. Faire un week-end où sur 2 jours, donc il y a 2 trails différents, ce sera un 10 et un 19, ça c'est vraiment que des petites courtes distances, c'est pour me faire un petit week-end choc pour la saison. Et la semaine d'après, j'ai ma première compétition avec Mathieu en binôme. On va se lancer sur un swimrun, donc le swimrun Xterra de 35 kilos. Donc ça me met un peu la pression. Ça fera 1 an que je cours et puis ça va être mon premier truc en binôme ma première compète en binôme avec Mathieu. Donc c'est assez important pour moi. Donc je t'avoue que je m'entraîne bien, je mets toutes les chances de mon côté. D'ici là, je pense retourner. Mathieu sera sur le Lavaredo, mais moi, quand il est sur des grosses courses comme ça, je préfère. Non, soit je cours les petites distances, soit je fais rien, mais là en l'occurrence sur la Veredo c'est le repos. Peut-être un retour sur le Montreux Trail Festival, une course que j'ai adorée. J'ai adoré cette course, j'ai adoré l'énergie et j'ai tellement envie d'y revenir. Et puis voilà, mon objectif de l'année va être sur l'OCC à l'UTMB. J'ai un très très gros objectif qui fait rire beaucoup de monde, mais je mets toutes les chances de mon côté pour essayer d'y arriver. Et puis j'aime bien en fait me mettre des challenges hors normes parce que ça me donne encore plus la gagne, la hargne pour y arriver, quoi. Tu as besoin d'un objectif pour avancer ou non, pas forcément? Ouais. J'ai clairement, et je m'en cache pas, hein. J'ai besoin d'avoir des objectifs. C'est comme ça. J'ai besoin d'avoir des objectifs dans le temps. En fait, si ça serait que moi et que si j'avais pas la casquette de coach et que aujourd'hui j'ai décidé de prendre un coach en course à pied, mais si c'était que moi, je serais tous les week-ends en train de faire des courses, ce qui est totalement débile. Alors je crois que ton coach il valide le fait de courir moins pour courir mieux. C'est exactement ça. Un petit clin d'œil. Mon coach, voilà, c'est mon coach, c'est Sébastien Cornette. Et effectivement, déjà quand je lui ai montré mon planning dans l'année, je crois qu'il a failli pleurer du sang. Il s'est dit oh non, mon Dieu, la cassos. Mais non, on a su vraiment faire en sorte que je puisse prendre du fun sans me blesser, parce que jusqu'à maintenant, voilà, je me suis jamais blessée en course à pied, je me suis toujours écoutée, donc je veux pas que ce soit la première fois. Je veux passer mon cap des 1 an de course à pied sans me blesser. Et puis ça se passe très bien, j'ai une très bonne course de progression et voilà. Donc effectivement, si ça tenait qu'à moi, je serais tout le temps en train de courir avec un dossard. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai su faire des choix dans mes courses et puis sur la saison pour être en forme sur cette OCC, parce que cette OCC me tient vraiment, vraiment à cœur. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient justement se mettre au sport, faire du sport pour leur santé ou se lancer dans l'ultra, quels seraient les conseils d'Alix pour les auditeurs qui nous écoutent? Patience. Patience et progression à son rythme, quoi. Le problème, les choses qu'on voit aujourd'hui, et je me réfère toujours à la clinique du coureur, c'est que les gens en fait se pètent parce que ils disent ok, je vais me mettre à la course à pied, je vais aller courir 1 heure. En fait, tu passes de ton canapé à 1 heure de course à pied. Tu vas forcément dans une semaine. Déjà, tu vas te dégoûter. Tu vas finir par te blesser parce qu'après, tu les entends. Je suis allée courir 1 heure, ils mettent 3 jours à s'en remettre. Et puis derrière, ça fait des périostites, ça fait j'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche, des machins. C'est normal. Il n'y a pas de courbe de progression. Tu prends direct, tu passes de rien à direct un mur. Donc c'est comme tous ces gens qui se lancent dans l'ultra parce qu'ils sont amoureux des gros défis, mais derrière ils sont explosés, les gars. Et moi, je suis pas du tout pour cette école-là. Moi, c'est vraiment voilà, quantification du stress, habituer son corps à la biomécanique de la course à pied. Donc quelqu'un qui veut débuter, je vais pas lui dire va courir 1 heure, je vais lui dire va faire 3 fois 20 minutes. Voilà, puis les gens ils pensent que oui, mais en 20 minutes, non, si, en 20 minutes, ce sera toujours mieux que si tu te restes déjà tes fesses sur le canapé et puis ça habitue ton corps progressivement.
Et puis moi, c'est comme ça que j'ai appris à courir. Et puis c'est comme ça qu'encore j'apprends encore à courir. Et il faut être hyper patient, quoi. Et la purée de patates douces pour avancer. Évidemment, manger de la purée de patates douces 3 fois par jour. Non, je rigole. Matin, midi, soir, purée. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on me demande de plus en plus ce qu'il faut. On me demande, t'as pas des idées de collation avant, machin et tout. Ouais, si j'avais un conseil aussi, c'est de tester sa nutrition. Je vois encore des gens acheter la veille de course des trucs dans les magasins de sport. Ouais, parce que j'ai vu ça sur Insta, ça marche super bien. Mais si tu l'as pas testé 2 mois avant et que tu te lances sur une course de 10 heures, forcément, ton corps, je suis pas sûre qu'il va aimer, à moins que tu digères tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça se prépare. Les courses, ça se prépare. Se mettre à la course à pied aussi, ça se travaille. Voilà, c'est pas, oui, le corps humain, il est fait pour courir, mais bon, quand on est resté sédentaire pendant de nombreuses années ou qu'on n'a pas fait de sport, il faut le réhabituer. C'est comme dans tout. Donc, voilà, patience et progression, quoi. Bien, eh bien Alix, merci pour toutes ces informations, cet envers du décor, parce que on te voit à travers les réseaux, mais les gens ne te connaissent pas forcément personnellement. Donc là, c'était un petit moyen justement d'en apprendre un petit peu plus sur ta personne. Sur quel réseau on peut te retrouver? Je pense qu'il y en a un qui se dégage de tous. Ouais, actuellement c'est essentiellement sur Instagram, sur mon Instagram Alix Kollanta. J'ai Twitter aussi. Je suis en train de mettre en place une page justement où je parlerai vraiment de la nutrition autour de mes entraînements. Mais là c'est encore en construction. Et puis en janvier 2023, je peux en parler maintenant, mais en janvier 2023, il y a mon livre qui sort aux éditions de Hachette Cuisine sur justement la nutrition autour du sport d'endurance. Voilà. Bon, bah, ce sera l'occasion de revenir sur le podcast pour en parler. Et puis, on peut inviter les personnes à venir te rencontrer parce que tu es plus gentil qu'à la télé, comme tu disais tout à l'heure. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Ça m'a fait encore un bien fou. Eh bien, merci à toi. Merci à toi d'avoir pris dans ton agenda, je pense, bien chargé, quelques minutes pour que l'on puisse échanger. Un grand merci. Bah écoute, merci à toi et puis merci à tous les auditeurs qui vont nous écouter aussi. Eh bien, pour les auditeurs, moi je leur dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.